Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier webinaire d'une série de 6 pour une action commune entre la SFT, la CNET et Content Tactique. Je vais vous présenter tout ça plus dans le détail. Nous venons tout juste de commencer, bientôt plus de 200 participants à cette première rencontre. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir. Nous avons nommé cette action Relations Agence Freelance, repensions la filière, dans l'esprit d'ouvrir le dialogue autour de cette question de la relation agence freelance. Je vais commencer par me présenter. Je suis Lucie Laval, je suis la directrice de l'agence Content Tactique. J'ai été traductrice indépendante pendant plusieurs années avant de lancer ma propre agence et j'ai eu l'idée de cette action il y a plusieurs mois déjà à l'issue des RTI, rencontres de la traduction et de l'interprétation. J'ai proposé rapidement à la SFT de travailler ensemble sur cette thématique et nous avons été rejoints par la CNET pour former un groupe de travail que je vais également vous présenter pour travailler sur cette thématique. Ça fait plusieurs mois maintenant que nous travaillons là-dessus, depuis le mois de mars pour être précise. Et cette action va comprendre une série de 6 webinaires. Donc aujourd'hui, nous commencions avec un premier webinaire sur un état des lieux du secteur. Pour vous faire un rapide résumé, les 5 premiers webinaires porteront sur des thématiques précises et le 6e webinaire sera organisé pour présenter les résultats de ces discussions et de ce dialogue dans le cadre d'une charte de bonne pratique. C'est tout l'objectif et toute la finalité de cette action, discuter ensemble, réfléchir à ces thématiques ensemble pour faire face ensemble à la crise que rencontre notre secteur et aux enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Rapidement, pour rappeler les thématiques des 5 premiers webinaires, donc aujourd'hui, état des lieux et défis à relever, le 10 octobre sur le brief et le cadrage du projet, le 31 octobre sur parlons tarifs ou valeur des services, le 21 novembre, outils et montée en compétences, et le 12 décembre, d'exécutants à partenaires pour un changement de posture pour tous les acteurs de la filière et mieux être représentés vis-à-vis des donneurs d'ordre et des clients. Voilà pour une présentation globale de l'initiative. Nous avons volontairement pensé cette action comme un dialogue ouvert, orienté solution. Orienté solution, qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que la relation entre agence de traduction et traducteurs et traductrices indépendants n'est pas toujours au beau fixe. Nous savons qu'il y a des problèmes et nous les connaissons. Nous en parlons tous régulièrement dans nos cercles respectifs. Tous les problèmes, on les connaît globalement et c'est pourquoi nous souhaitons que ces échanges, cette discussion soient orientés vers les bonnes pratiques, vers les façons d'améliorer la relation entre agence et freelance et que ce soit l'occasion de partager toutes les bonnes pratiques possibles et inimaginables à faire figurer dans la charte que nous souhaitons rédiger à l'issue de ce cycle de discussion. Je vais prendre une petite minute pour vous présenter le groupe de travail qui travaille sur ces thématiques depuis déjà plusieurs mois, depuis mars 2024. Et tout d'abord, Gaëlle Gagné, traductrice indépendante, fondatrice de Tradupreneur et membre du comité directeur de la SFT. Nathalie Joffre, vice-présidente adjointe de la SFT et traductrice et chef de projet indépendante. Lucille Munch, CEO de l'agence Citron Caviar et membre du conseil d'administration de la CNET. Maël Blivet, traducteur indépendant et chef de projet également. Oran Desnos, responsable de communication au sein de la SFT, sans qui toute cette action n'aurait pas été possible puisqu'elle nous accompagne sur toute la partie technique et on ne sait pas ce qu'on aurait fait sans elle. Chiara Castelli, qui est chef de projet SEO pour le pôle italien au sein de l'agence Content Tactique que je représente, et moi-même, Lucie Laval, directrice de l'agence Content Tactique. Je vais faire un rapide point technique. L'ensemble de ces webinaires sera organisé sur le format suivant. 1 heure de table ronde au cours desquelles différents participants prendront la parole sur la thématique du webinaire concerné, suivi de 30 minutes d'échanges et de questions-réponses au cours desquelles vous pourrez poser vos questions ou faire des suggestions. On aurait beaucoup aimé pouvoir vous donner la parole en direct avec caméra. Malheureusement, d'un point de vue technique, ça ne va pas être possible. Donc, nous vous invitons à partager vos impressions, vos suggestions et vos questions dans le chat de ce webinaire, non seulement pour qu'on puisse poser vos questions à la fin de l'échange qui va durer 1 heure, et également puisque nous récupérerons l'ensemble des questions et des suggestions
poster dans le chat pour en faire une FAQ à l'issue des différentes discussions, rassembler toutes ces questions dans une FAQ qui servira de base à la rédaction de la charte de bonne pratique. Donc surtout, même si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question, n'oubliez pas de les poser dans le chat. Elles seront prises en compte dans le travail par la suite, à la suite des webinaires. Le replay des webinaires, le lien sera également partagé à l'issue de chaque webinaire. Donc, vous pourrez le retrouver sur la chaîne de la SFT. Donc, vous pourrez tout revisionner à ce moment-là. Et nous vous enverrons également un lien vers un questionnaire à l'issue de chaque webinaire, questionnaire qui sera centré sur la rencontre du jour pour récupérer vos suggestions, vos impressions, ce qui vous tient à cœur et vos suggestions de bonnes pratiques en particulier. Tout le matériel dont nous allons nous servir pour rédiger la charte de bonnes pratiques à terme sera issu des chats de chaque webinaire et de ces questionnaires. Malheureusement, nous ne pourrons pas aller sur les autres supports éventuels, donc éventuellement les commentaires sur LinkedIn, etc., pour récupérer toutes vos impressions et suggestions sur d'autres supports que ces deux-là. Ça sera un peu compliqué. Donc, si vous avez des choses à partager, partagez-les dans le chat de chaque webinaire et dans le questionnaire qui vous sera envoyé à l'issue de chaque rencontre. C'est très, très important. Toute cette introduction pour vous présenter finalement la rencontre d'aujourd'hui, état des lieux et défis à relever. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur un état des lieux du secteur, des chiffres marchés, de comment le secteur se porte aujourd'hui. Et ensuite, nous concentrer sur les rôles et contraintes de chaque partie. Quels sont les rôles et contraintes d'une agence? Quels sont les rôles et contraintes d'un traducteur indépendant? Tout simplement parce qu'on constate dans les échanges qu'il y a parfois une incompréhension réciproque sur les rôles et contraintes de chacun, et attente également, et que c'est important de clarifier tout ça pour pouvoir mieux travailler ensemble et mieux collaborer et mieux faire face aux évolutions du secteur. Et nous terminerons par un tour de table de bonnes pratiques proposées par les intervenants d'aujourd'hui que je vais vous présenter sans tarder. Donc moi, je me chargerai de la modération de l'ensemble des webinaires et nous accueillons aujourd'hui 5 intervenants sur cette thématique de l'état des lieux et des défis à relever. Nathalie Joffre, dont je vous ai déjà parlé et qui est donc traductrice et chef de projet indépendante et membre du comité directeur de la SFT. Lucille Munch, CEO de l'agence Citron Caviar et membre du conseil d'administration de la CNET. Gaëtan Chrétienot, cofondateur et gérant de l'agence Six Continents. Patrice Dussault, qui a plus de 25 ans d'expérience en tant que traducteur indépendant et qui se connecte depuis le Canada, et Gabriel Karandizowski, chercheur indépendant, consultant et ex-directeur des opérations d'une grande entreprise spécialisée dans les études de marché, en particulier sur le secteur de la traduction, qui a beaucoup de chiffres métiers à nous partager aujourd'hui. Merci à tous les intervenants d'avoir accepté de participer à ces rencontres qui promettent d'être riches et d'apporter beaucoup de choses. Et nous allons sans plus tarder commencer sur cette thématique de l'état des lieux du secteur en vous donnant quelques chiffres clés. Nous allons commencer avec Gabriel qui va introduire la thématique. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir présenter et prendre part à cette discussion aujourd'hui. Je pense qu'il est essentiel de commencer la discussion par établir le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, je vais mentionner quelques chiffres, bien entendu, ça peut être trop à se rappeler. N'hésitez pas à tout moment de poser des questions ou plus tard vers la partie Q&A de revenir là-dessus si vous avez un doute. Alors, je vais mentionner 2-3 choses. Tout d'abord, des chiffres clés. Alors, il y a plusieurs sources qui mappent un peu ce qui se passe dans l'industrie, donnant des chiffres de prévision de croissance ou de stagnation, et qui parlent des tendances. Alors, pour récapituler, vous pouvez voir des chiffres qui oscillent et qui sont quand même très, très différents. Ça peut aller de à peu près 25 milliards d'euros jusqu'aux 60 milliards d'euros. Alors, il est vrai qu'en fonction de là où vous tournez, les chiffres vont différer. Alors, comment faire en sorte de se repérer là-dedans? Il est vrai que différentes sources ont des différentes méthodologies. Alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas
tellement le chiffre qui est important, mais c'est les tendances et c'est ce qui est la réalité qui est la vôtre et celle de vos confrères qui est importante et qui vous donne une sens de direction. Alors, oui, d'une fourchette de revenus assez vaste. On parle aussi des taux de croissance ou de décroissance. Récemment, il y a une étude CSA, Common Sense Advisory, qui parle de décroissance 2023. On parle si on projette vers l'avenir, on parle de décroissance qui vont entre 5 et 6%. 5 à 7%. Et voilà. Et après, en ce qui concerne les tendances, je pense qu'on ne peut pas y échapper, on va le mentionner sans doute, l'effet IA. Ça anime beaucoup de débats, ça nous perturbe, ça présente un défi, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et on doit tous l'affronter ensemble. Ça, c'est une des takeaways de ce débat et de façon plus large. Mais après aussi, ce qui est vrai, c'est que vous avez les tendances ou les topics ou les problématiques traditionnelles telles que les pressions de coûts, le manque perçu ou réel de main-d'œuvre qualifiée, ça dépend en fonction de qui vous parlez. Et je pense que je vais essayer de l'amener vers mes confrères ici. Et la raison pour laquelle nous nous trouvons ici aujourd'hui, c'est le manque de communication entre les différentes parties qui composent notre industrie. Alors, vous avez le linguiste, un professionnel individuel, vous avez les sociétés de traduction, et puis enfin les clients finaux, les clients directs. J'aurais envie de dire, il y a une quatrième partie dans le débat qui est souvent oubliée dans les débats, mais quand même très important, et c'est le consommateur final. Alors, pour rappel, on fait notre boulot pour que le consommateur à la fin il puisse consommer son produit ou service préféré dans sa langue maternelle. Alors, le constat est qu'il y a un manque de débat, et il y a beaucoup d'incertitudes et de peurs qui en ressortent. C'est qu'il y a un manque d'information, il y a un manque de connexion. Et je pense qu'on va aborder les raisons pour lesquelles c'est un souci dans le débat aujourd'hui. Avec ça, je suis conscient que je pourrais passer 1 heure à parler des chiffres, mais je passe la parole à mes confrères aujourd'hui. Merci Gabriel. Gaëtan, tu voulais compléter? Oui, très bonne introduction, Gabriel. Et puis j'en profite pour remercier l'initiative à laquelle je souscris pleinement. On a fait état de la volonté d'établir un guide de bonnes pratiques. Ça veut dire qu'il y en a des mauvaises. Si Continent est là aujourd'hui, c'est clairement parce que on estime que on peut contribuer tout à fait dans les bonnes pratiques. Donc, pour résumer, poursuivre sur ce qu'a dit Gabriel rapidement. Bon, ce que je peux parler de ce qu'on note nous, de ce que j'entends auprès de mes confrères sociétés de traduction également. C'est un paradoxe en quelque sorte où on voit des services traditionnels, la traduction purement humaine, révisée par un autre humain, donc la traduction révisée ISO 17100 que les sociétés de traduction servent à leurs clients depuis bien des années. Donc ces services traditionnels subissent une baisse conséquente. Là, il était fait référence par Gabriel à l'étude de CSA qui la chiffre à 10% à peu près. Si on regarde, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que malgré tout, on a un boulevard de nouveaux services dérivés de l'utilisation de l'IA qui, eux, constituent un énorme potentiel. Ce qu'on réalise nous-mêmes dans le secteur, dans la filière de la traduction, finalement, c'est une goutte d'eau totalement insignifiante par rapport à tout ce qui est traduit sur la planète avec des systèmes automatisés tous les jours. Insignifiante, mais elle est critique, elle est essentielle pour autant pour le business des affaires.
Donc, chez nous, chez Continent, on prend ce virage pleinement depuis longtemps de développer, en complément des services traditionnels, de développer des services différents, ce qui nous rend relativement optimistes sur l'avenir, mais à nouveau, à condition de continuer notre mission d'innovation dans nos efforts, de créer des nouveaux services. Et je pense qu'en tout cas, pour moi, la traduction de documents comme elle a longtemps existé, celle-ci est en passe finalement de céder sa place à quelque chose d'autre, de nouveaux contenus à traduire et à traduire différemment aussi. D'accord, merci beaucoup Gaëtan. Nathalie, tu avais des chiffres à partager, notamment sur la communauté des traducteurs indépendants. Alors, nous avons perdu Nathalie. Alors, le temps que Nathalie se reconnecte, Patrice. Non, ça y est. Pardon, ah non, Nathalie est là. Parfait. Mon micro. Pardon. Merci à tous ceux qui sont connectés déjà. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère, ce que je disais, c'est que j'espère qu'il y a à la fois des indépendants, là qu'on va appeler freelance parfois pour faire simple, et des agences et des associations sœurs, etc. Qu'il y ait un panel diversifié qui nous écoute et qui va prendre petit à petit part au débat qui commence aujourd'hui mais qui se terminera en décembre. Moi, sur l'état des lieux, franchement, la filière, on est un peu sonné. On est sonné parce qu'on observe de la technologie et de l'IA. Et on est un peu malade aussi, parce que si on regarde le premier chiffre que je voulais vous montrer, issu de l'étude ELIS 2024, les données pour le moment des sociétés de services linguistiques en Europe sont pas fameuses en 2024. L'activité, alors les barres bleues, c'est le nombre d'agences qui ont répondu à cette étude cette année. Donc on a plutôt des agences de taille moyenne ou petite. Les plus petites à gauche. La grande barre au milieu, c'est des agences qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la courbe, surtout en bleu, qui passe sous la barre en rouge, c'est l'activité, le revenu, enfin le chiffre d'affaires. Donc on le voit bien, le premier constat, c'est juste que beaucoup de petites agences, pour commencer par elles, souffrent avec une activité qui est en recul. À droite, il y a peu d'agences qui ont répondu à l'étude, donc c'est peu représentatif. Globalement, la moyenne générale, c'est moins 1% en chiffre d'affaires et moins 4% en rentabilité. Donc ça, c'est le premier constat. Du côté des freelances maintenant, deuxième diapo, la situation n'est pas meilleure du tout, avec beaucoup d'éléments qui sont donnés par cette étude, mais ici, je vous ai simplement mis le pourcentage d'indépendants qui disent qu'ils gagnent suffisamment. Gagner suffisamment, c'est un des critères qui peut représenter la santé financière d'une entreprise, comme une entreprise lancée par un freelance. 67% des interprètes, 60% seulement des traducteurs vont dire en 2023, donc au moment où l'étude a été menée, qu'ils gagnent suffisamment. Ça fait énormément de gens qui souffrent actuellement et qui ont besoin d'être plus aidés et plus conseillés aussi. Alors, moi je fais juste un aparté rapidement sur l'importance de ces études et des études aussi que la SFT fait régulièrement, les études statistiques. Mon message à tout le monde, c'est pour pouvoir faire les bons diagnostics, il faut que vous participiez à ces études-là qui nous donnent une image précise de la situation. Donc un petit aparté, je fais partie de la commission statistique de la SFT et on finance des études de ce type-là où on mesure, on l'a fait pour les interprètes, on mesure la rémunération annuelle, on mesure l'évolution de cette rémunération et surtout l'opinion, l'attitude et qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas. Donc participez, répondez aux enquêtes ELIS et SFT. Et puis pour les associations sœurs, si elles sont présentes aujourd'hui, aidez-nous à les financer aussi, parce que c'est des études qui valent très cher et pourtant, après, ce sont des mines d'informations pour agir. Donc voilà je pourrais aussi vous parler très rapidement de la campagne d'adhésion de la SFC en 2024. Nous avons eu énormément de non-renouvellement et non pas une baisse du nombre d'adhérents, ça va bien, mais beaucoup de freelances qui n'adhèrent plus parce qu'ils ont soit fermer leur entreprise, soit des graves difficultés financières.
Donc effectivement, un secteur des deux côtés qui souffre. La recommandation de Nathalie vaut aussi pour le questionnaire qu'on va vous envoyer en fin de rencontre. Remplissez-le, c'est important. Lucille, tu voulais nous partager tes impressions en tant que membre du conseil d'administration de la CNED sur vos adhérents également. Quels sont les retours que tu reçois? Oui, merci Lucie et bonsoir à tous. J'ai le privilège effectivement de représenter la CNED, donc la Chambre nationale des entreprises de traduction. Et je ne peux que partager l'inquiétude qui est exprimée de la part aussi des traducteurs, de la part de nos membres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la CNED, c'est pas tout à fait 60 membres, donc ça fait à peine 15% des agences de traduction en France. Donc, je ne peux que soutenir Nathalie dans son message qui est aussi à la fois de répondre au questionnaire pour que on ait des éléments plus concrets. Il faut savoir aussi que 10 des plus grandes agences actives en France aujourd'hui représentent 50% du marché. Donc, ça laisse imaginer le potentiel du marché, mais ça me démontre aussi que beaucoup de grosses agences et des sociétés de traduction, notamment internationales et européennes, sont très présentes sur le marché. Donc, ce que les membres aussi partagent, c'est le manque de visibilité sur les mois à venir et une croissance en berne depuis 2023. Merci beaucoup, Lucille. Et Patrice, tu as en tiré une conclusion de tous ces chiffres et de toutes ces tendances? Oui, absolument. Premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très touché et je salue tous et toutes ce soir. Oui, mon point de vue est celui du pigiste. Alors, je me suis établi à mon compte en traduction en 1999 et je dois dire que pendant les 15 premières années de ma carrière, le bouche-à-oreille suffisait pour alimenter mon moulin. C'est-à-dire que j'ai travaillé à temps plein sans interruption en refusant des demandes presque 52 semaines par année pendant les 15 premières années. Quand la traduction machine neuronale est apparue vers le milieu des années 2000, ça a donné ça fait fléchir un petit peu la demande, mais pas énormément parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. C'est surtout l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022 qui a secoué véritablement notre industrie parce que c'est un sujet qui a frappé tout le monde. Ça a touché le commerce de détail, des applis accessibles à tous. On en a parlé au bulletin d'information à 18 heures dans de nombreux pays. Alors, les clients se sont mis à y penser, à en parler, à téléphoner, à poser des questions. Alors, ce que je retiens des chiffres que mes collègues ont avancés jusqu'à maintenant, c'est premièrement, je les trouve très instructifs et je vais les garder pour référence future, mais aussi c'est que pour que les pigistes à l'avenir demeurent à l'esprit ou entrent dans l'esprit des agences et s'y maintiennent, il faut qu'ils commencent à penser à une démarche davantage commerciale. Et je sais qu'on a axé pendant des années notre travail sur l'exécution d'un travail de traduction parfait. Et ça, c'est très bien. Mais maintenant, il faut penser à commercialiser sa démarche. J'ai choisi, par exemple, de m'allier à une consultante marketing qui est d'Europe. Coach en stratégie marketing et construction d'images de marque. Et c'est comme ça que j'arrive à défendre des causes comme celles qui sont soutenues par les chiffres que vous venez d'avancer. C'est comme ça aussi que j'arrive à attirer l'attention d'un plus large éventail d'agences pour rester connues et à l'esprit des décideurs. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à faire de l'éducation sur soit auprès des agences, soit auprès des clients directs, les nôtres comme ceux des agences, de la sensibilisation, de l'éducation sur l'importance qu'a toujours joué l'industrie des professions langagières, des interprètes et les traducteurs, traductrices notamment depuis de nombreux siècles, mais aussi sur la valeur qu'on apporte aux ONG, au gouvernement et aux entreprises privées par la prestation de nos services. Alors voilà, c'est mon point de vue pigiste. Merci Patrice. Et donc tu prêches en faveur d'une évolution de la posture et du rôle du freelance notamment, des agences également. Et c'est le point suivant que nous souhaitions aborder, clarifier les rôles réciproques des agences et des freelances. Qui fait quoi
et quelles sont les contraintes de chacun. Deuxième point qu'on abordera juste après. Sur la clarification des rôles, Gaëtan, tu avais des choses à avancer. Oui, alors moi j'ai trois choses qui me tiennent à cœur par rapport à ce sujet-là. C'est déjà le problème de terminologie qui est choisi rien que pour ce webinaire, par exemple, hein. On parle d'agence. Pour moi, une agence, c'est un intermédiaire, c'est un négociant, c'est un grossiste en traduction. Et si je prends Six Continents, moi je rejette pardon, complètement cette étiquette. Six Continents, c'est une société de traduction, c'est pas une agence. Notre rôle, c'est absolument pas d'acheter des services de traduction à des indépendants pour simplement les revendre. Je pense que ce terme agence, déjà, il enferme un peu dans un état d'esprit très réducteur et qui oppose aussi un peu les parties prenantes. C'est pour ça que je ne l'utiliserai pas et je vous encourage à ne pas l'utiliser également. Et puis, à mon sens, deuxième point, on se trompe complètement quand on pense que ce sont les sociétés de traduction qui sous-traitent du travail aux indépendants. En réalité, c'est complètement l'inverse. Ce sont finalement les indépendants qui sous-traitent une part colossale de la totalité du travail que nous devons mener, nous, société de traduction. Euh, Patrice l'a abordé en disant que voilà, il s'était adjoint les services d'une consultante, le marketing, oui, le commercial, l'informatique, la gestion de projet, l'assistance en cours de travail, le cadre juridique également, tout ce qui concerne la facturation, les encaissements, ça apporte une sécurité financière aussi, que le risque est déporté sur nous. Qu'est-ce qui se passe quand un traducteur ou une traductrice n'est pas à son poste, absent pour congé, pour maladie? Voilà, avec une avance, on n'a pas à s'en préoccuper. Les retours clients, le SAV, la prise de risque, finalement, c'est nous aussi, la recherche et développement, l'innovation. Et tout ça, c'est ce que nous, société de traduction, recevons comme travail de la part de nos indépendants, ceux qui nous font confiance. Et c'est notre rôle de parvenir à les satisfaire continuellement et surtout de les alimenter en travail, évidemment. Et qui sous-traite en réalité? Ce sont les clients qui nous sous-traitent à nous, sociétés de traduction, la gestion des linguistes, entre autres choses, bien sûr, parce que eux, ils ne veulent pas s'en charger et ils ne savent pas s'en charger. Et si on prend les plus grands donneurs d'ordre, ils sont pas vraiment accessibles aux indépendants, ils sont accessibles uniquement au travers de nous, société de traduction, parce que on a la capacité, on s'organise, c'est notre savoir-faire de gérer des projets d'envergure. Là aussi, moi je trouve que c'est une belle co-construction de solutions avec un apport de valeur véritablement à tous les niveaux. Et enfin, quand bien même, effectivement, la société de traduction est juridiquement le client des indépendants, on pourrait imaginer que nous, en tant que société de traduction, dans ce cas-là, on est tout puissant. Mais là aussi, c'est tout l'inverse. Imaginez des traducteurs, traductrices salariés d'une entreprise, ils n'ont pas voix au chapitre. Ils doivent faire ce qu'on leur demande. Échéance, productivité, les attentes. On ne peut pas refuser un projet quand on est salarié. Avec des prestataires externes, comme c'est le cas, nos responsables de projet, ils savent qu'ils peuvent se voir opposer des refus. C'est leur défi permanent, finalement, de proposer une solution qui va être satisfaisante pour tout le monde. Ils vont devoir satisfaire le client, ils vont devoir satisfaire la société, mais ils vont évidemment devoir satisfaire les indépendants. Parce que réussir en tant que responsable de projet dans une société de traduction, c'est s'assurer que tout le monde est et va rester content. Donc, si on négligeait la relation avec les indépendants ou que les conditions qu'on leur proposait leur étaient défavorables, ce serait absolument pas pérenne finalement pour nous et ça ne nous permettrait pas de réaliser les projets pour nos clients. Donc, une société de traduction performante, elle doit créer un environnement de confiance triplement gagnant parce qu'il faut fidéliser à la fois les clients, il faut fidéliser également les linguistes avec lesquels nous co-construisons cette solution. Merci à Gaëtan. Donc, une interdépendance évidente des agences, des indépendants, enfin des agences, donc je ne vais plus utiliser le terme d'agence, des sociétés de traduction, des indépendants et des clients. Et on voit toute la pertinence d'avoir cet écosystème complet et la manière dont chacun se complète. Patrice, par rapport au rôle de chacun, tu voulais aussi préciser certaines choses.
On t'entend pas, Patrice, ton micro est coupé. Voilà, pardon. Oui, premièrement, je ne saurais être plus en accord avec Gaëtan. Il faut, pour la raison qu'il a bien expliqué, il faut abandonner le terme d'agence et le remplacer par société. Alors moi aussi, à partir de maintenant, je vais employer ce terme exclusivement, société. Alors voilà, je pense que dans ce cadre, les sociétés ont un rôle à jouer. J'apprécie particulièrement ma relation avec une grande société canadienne de Montréal qui offre un encadrement plus complet à ses pigistes, notamment un processus défini et relativement simple de soumission et traitement des questions de terminaux. Ce processus-là aurait peut-être encore avantage à être simplifié, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ce qui est important aussi, c'est ce que j'appelle l'interface pigiste. Je sais que ça sonne froid, mais par ça, j'entends la relation entre les chargés de projet et les pigistes. Traiter avec des chargés de projet qui sont non seulement professionnels, qui effectuent un suivi, qui s'assurent que rien n'a été oublié, et qui sont en plus chaleureux, agréables, sympathiques. Des fois, qui envoient une note avant la fin de semaine, vendredi, fin de journée. Patrice, j'ai aimé ça travailler avec toi, collaborer avec toi cette semaine sur le dossier X et j'espère qu'on va recommencer bientôt. J'en profite pour te souhaiter une belle fin de semaine. Ce genre de relation personnelle. Je crois que c'est essentiel pour les chargés de projet des pigistes d'établir une collaboration, un partenariat avec les traductrices et les traducteurs à la pige. Du côté pardon, des pigistes, c'est sûr que les pigistes ne travaillent pas en vase clos et ce sont des communications réciproques qui permettent d'arriver à une traduction de qualité. Notamment lorsqu'on parle du traitement des questions de terminaux, mais ça peut être aussi des échanges sur la voix d'un client particulier, le ton donné à une communication précise en fonction de ton qui va varier en fonction de nos histoires, etc. Alors, je pense que il y a du travail à faire dans la construction de relations positives, agréables et professionnelles entre chargés de projet et traductrices et traducteurs à la pige. Voilà, voilà. Et oui, parce qu'en effet, Patrice, on le sait, hein, il y a des agences désireuses de créer une relation positive et constructive avec leurs partenaires freelance, d'autres agences qui ne répondent pas à ces critères-là, qui ne s'engagent pas là-dedans, dans cette voie-là. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour discuter de tout ça. Par rapport au point de vue des indépendants, Nathalie, on ne t'entend pas. Je voudrais juste rebondir sur notamment ce qu'a dit Gaëtan. Avant de vous parler de ma vision de la collaboration entre une entreprise par un indépendant et une société de traduction plus structurée, j'ai juste une question. Il y a des agences, clairement, qui ont tout externalisé, la traduction, la relecture, parfois même l'évaluation de la qualité, le contrôle qualité final. Quel est le but? Et est-ce que à ce moment-là, c'est pour développer de la valeur ou pour réduire juste les coûts? Je demande ça à Lucille et à Gaëtan. Certaines agences gardent des traducteurs et ce métier-là, et d'autres ne gardent quasiment pas, et c'est là où on voit plus de soucis. Alors moi, je peux parler de ce qu'on pratique chez nous. Enfin, l'ensemble du personnel chez Six Continents, ce sont ni plus ni moins que des professionnels diplômés en traduction. Hein. Tout le monde ici peut prétendre à être traducteur ou traductrice. Donc, nous, on a choisi de conserver de la compétence linguistique et d'en faire une force de l'entreprise, de conserver cette compétence en interne. Effectivement, Nathalie, il y a d'autres modes de fonctionnement où certaines sociétés s'organisent différemment et n'ont pas souhaité conserver le cœur de métier, le cœur de la production même à l'intérieur de l'entreprise. Il y a différents business models et bien entendu, ça moi je peux pas parler de ceux que je ne connais pas ou que je pratique pas moi-même plutôt, mais ça ce sont des choix. Oui, des choix de business model vraiment très différents. Maintenant, je pense que probablement, c'est simplement une idée de ma part, hein, mais probablement, quand on a affaire à une équipe comme chez nous, constituée, comme je l'ai dit,
de traducteurs, de traductrices aussi. Simplement, les relations sont certainement de pair à pair plutôt que quand on a affaire à des personnes qui connaissent peut-être moins, voire pas du tout, la réalité de notre métier. Ça veut dire que si le traducteur, on va dire, vous demande une vérification supplémentaire, du temps supplémentaire pour faire une action, peu importe laquelle, mais qui va vers de la qualité meilleure, il peut se faire entendre, c'est ça? Bien sûr, hein, ça c'est des choses que nos responsables de projet ici, ils sont pas responsables de projet uniquement, ils ont véritablement un impact dans la qualité des livrables, ils sont au courant d'absolument tout ce qui se traduit et ils apportent eux-mêmes de la plus-value à la fois pour le client comme la plus-value par rapport aux collaborations avec les linguistes. Oui. Parce que le danger, du coup, ce que je voulais dire, moi, d'un point de vue des indépendants, c'est que le rôle que nous avons, les meilleurs indépendants sur le marché, ceux qui sont formés, diplômés et qui sont, qui proposent leur activité en étant freelance. Un client me disait, en fait, c'est une ressource flexible et disponible juste quand on le souhaite, disponible au bon moment et pile au bon moment, et experte. Donc il y a la flexibilité et l'expertise, c'est quelque chose dont beaucoup d'entreprises ne peuvent plus se passer, pas seulement dans notre filière, mais dans beaucoup d'autres, et que du coup c'est un rôle essentiel. Nous sommes complémentaires, nous sommes des entreprises, et vous et nous, agences et freelance, et voilà, on cherche des relations d'égal à égal en fait, qu'on n'a pas souvent. Par rapport à tout ça, Lucille, tu voulais insister effectivement sur le fait qu'il est contre-productif d'opposer société de traduction et indépendants. Oui, ben, tout à fait. Alors, c'est ce qui ressort de ce qui vient de se dire, hein. Et d'ailleurs, Patrice parlait de relations humaines. Je pense que c'est fondamental, en fait. Et je fais aussi le parallèle avec les propos de Gaëtan. Je pense que le point de départ, c'est déjà la relation de confiance. Sinon, ça ne peut pas marcher. Tu disais, Nathalie, par rapport aux experts qui sont externalisés ou pas, je pense que c'est vraiment une stratégie de l'entreprise pour avoir ces ressources en interne. Forcément, c'est de la main-d'œuvre, c'est des charges supplémentaires. Ça suppose d'avoir en face aussi des donneurs d'ordre qui s'engagent dans la durée, un cadre ou des appels d'offres. Mais je pense que c'est autant de points qu'il convient de valider avant de s'engager sur des ressources internes complémentaires. Et après, effectivement, on stigmatise souvent le rôle du chef de projet, mais le chef de projet, c'est loin d'être juste une boîte aux lettres. Il traite énormément de sujets et souvent, c'est quelqu'un de très compétent, sujet, voire traducteur de formation. Et je trouve que c'est très regrettable aussi que souvent on se dit, le chef de projet, c'est un junior, il commence sa carrière de traducteur en tant que chef de projet, parce que finalement, ça demande énormément de compétences, comme on les appelle maintenant, hein, les compétences douces, de relationnel client, et c'est fondamental pour arriver à une relation gagnant, aussi bien pour la communauté que pour le client final. Oui. Moi, c'est vraiment un choix stratégique d'agilité de la part de la société de traduction. Okay, ça fait une Pardon, Nathalie. Non, je disais que ça fait une Oui, je voulais dire que dans l'idéal, effectivement, on collabore et on échange et on est écouté. C'est-à-dire que l'indépendant qui est en gros l'expert de sa partie, en tout cas de la chaîne de valeur, est écouté et peut donner un conseil, refuser avec des bonnes raisons, accepter avec des bonnes raisons aussi un travail. Et dans la réalité, c'est pas du tout toujours ce qu'on observe. Pourquoi les seniors comme moi, par exemple, on travaille de moins en moins avec les agences? Parce que les conditions qu'on nous propose, c'est plutôt des conditions qu'on accepte quand on démarre une carrière, que ce soit en tarif, mais pas uniquement, aussi en disponibilité immédiate, etc. Donc, moi, ce qui m'embête, parce que j'ai beaucoup aimé travailler pour les agences, mais si je parle, et je suis là pour ça un peu aussi, de mon cas personnel, la part des agences dans mon chiffre d'affaires a diminué d'année en année,
pour être quasi nul aujourd'hui. Et pourtant, l'envie, ça venait pas de mon fait. Ma progression de chiffre d'affaires à moi, elle augmente avec mes clients directs. Donc, je dis juste que c'est dommage, et c'est effectivement une question de tarif aussi, mais c'est très dommage pour les agents de parfois se priver de seniors, d'experts, parce qu'ils prennent, par exemple, le premier venu, le premier disponible. C'est peut-être pas des choses que vous faites, vous, Lucille ou Gaëtan, mais on le vit énormément souvent. Et au bout d'un moment, on se décourage. Merci Nathalie pour ce témoignage. Effectivement, c'est un des retours qu'on reçoit beaucoup de la part de traducteurs indépendants. Chaque société de traduction a comme Gaëtan le disait, et Lucille également, a son business model et sa façon de travailler. On l'avait évoqué au cours des échanges sur le groupe de travail. Souvent, ce qui manque aussi, c'est des deux côtés un échange sur les attentes et notamment de la part des agences sur leur business model et ce qu'ils recherchent comme type de profil pour ne pas proposer à des traducteurs, quel que soit leur niveau de seniorité ou d'expertise, mais des tarifs qui ne sont pas du tout en phase avec leur offre. D'où l'idée de renforcer la communication et il faudra inscrire ça à la liste des bonnes pratiques que nous allons réaliser. Et une petite parenthèse proposée par Gabriel avant d'enchaîner sur les contraintes des freelances puis les contraintes des agences, sur le fait qu'il y a un autre paramètre qui entre en ligne de compte côté client. Oui, absolument. Alors, je vois le débat, il est centré sur la relation agence et linguiste indépendant. Alors, il y a quand même, et mon rôle ici, c'est d'introduire aussi le regard tierce dans ce cas, du fait que les 5 dernières années, j'ai pu travailler en direct, notamment avec les donneurs d'ordre, les clients finaux, ceux avec lesquels on voudrait tous travailler. Et ça résoudrait beaucoup de nos maux et de nos inquiétudes. Alors, la parenthèse, c'est d'essayer d'élaborer un peu sur la réalité que les donneurs d'ordre, et j'entends par là les équipes de localisation, globalisation, peu importe la nomenclature qu'ils utilisent, qui quand même conditionne, à mon avis, fortement le niveau d'échange entre agences ou l'organisation d'échange entre agences et linguistes individuels. Et ça se résume en gros, même si bien entendu on pourra en parler longuement, à 3 points, à mon avis. Et c'est que la réalité, c'est que les équipes des clients, ils subissent les mêmes ou similaires pressions que les agences ou les linguistes, c'est-à-dire la pression de coûts, la pression de délai ou des impératifs d'adopter une technologie, puisque c'est le cas de l'IA, ou vous lâchez tout, vous poursuivez l'IA. Beaucoup de pression en interne, c'est qui les force à faire des choix difficiles qui se fait ressentir dans cet environnement-là entre les agences et les linguistes. D'autre part, les équipes, et vous pouvez l'imaginer, c'est de se mettre dans leur position. Les équipes chez les clients, leur progression se mesure en interne. S'ils ont des ambitions de carrière, ils ne sont pas nécessairement linguistes. Beaucoup de linguistes qui ont commencé comme traducteurs travaillent chez les clients finaux, mais ce sont souvent des professionnels de gestion de projet, responsables de projet et autres. Ils veulent aussi progresser dans leur carrière. Or, ce qui les fait progresser, c'est de collaborer avec des équipes en interne, donc les équipes de marketing, de R&D, de production. Donc, eux, ils tournent leur regard vers l'interne, ce qui se passe dans le reste de l'entreprise, ce qui fait qu'ils laissent de côté la supply chain, donc la plupart de l'audience aujourd'hui. Et l'attente, par défaut, c'est que la supply chain fasse son boulot. La réalité, malheureusement, c'est qu'ils ont peu de temps à dévouer à des sujets importants comme la rémunération, la transparence. Mais en tout cas, le danger est de ne pas généraliser. Il y a toute une série des cas, et sur le spectre, vous avez des clients qui n'ont pas cette optique-là et des clients qui n'ont pas le temps. Alors, et troisièmement,
Une autre réalité parallèle, un autre fait pour moi, c'est que oui, vous avez des clients de tout type, ceux qui veulent automatiser tout, et dans ces cas-là, oui, aussi les agences et les linguistes, il n'y a pas grand-chose à faire si c'est ça la logique. Et la logique d'automatisation, elle vient surtout, l'impulse, elle vient en interne. Mais aussi, vous avez des clients qui se tournent vers le côté humain, qui ont besoin du contact, qui ont besoin de la transparence, et ils demandent ça de leurs agences, de leurs linguistes. Enfin, le succès aussi bien des sociétés et des freelances, à mon sens, dépend en grande partie d'être au bon moment, au bon endroit, mais surtout avoir l'attitude proactive et ne pas être dans la logique de subir la réalité du marché, mais être proactif et aller vers les clients, que ce soit l'agence ou le client final. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi côté client et du coup, des retombées immédiates sur agence comme indépendant, société de traduction comme indépendant. Ça va, je vais y arriver. Nathalie, tu voulais compléter? Sur la complémentarité que nous avons, vous, société, nous, entreprises indépendantes, il y a une diapo 4 ou 5, Oran, que tu peux montrer, où en fait on a les interprètes qui ont été interrogés en 2023 à SFT, sont bien clairs sur à quoi sert l'agence pour eux. Et on retrouve ce que tu disais, Gaëtan, en partie. Ils savent à 80% qu'elle s'occupe de toute la gestion, de trouver les missions pour moi. Et évidemment, c'est ça le grand rôle de l'agence, et il ne faut pas le nier du tout, et personne ne le nie. Et le flux de travail régulier vient juste après, les projets variés, intéressants. Tout ça sont les raisons de continuer à travailler pour des agences. Même certains disent 28%, les paiements sont fiables, à date fixe, etc. Mais si on se parle aujourd'hui et si on veut lancer un projet comme celui-là, c'est bien sûr qu'il y a des difficultés, et elles sont à droite sur le graphique. Il n'y a pas que les tarifs, dont on reparlera plus tard dans ces webinaires, mais le manque de brief, par exemple, sur l'émission, ça aussi, on le vit au quotidien. On a un projet, il est urgent, il faut le saisir, sinon l'autre le prend. Enfin, un collègue aussi bien formé que nous le prend. Et il y a très peu de contexte. Donc, on est content, effectivement, de pouvoir poser nos questions et d'avoir un peu plus de brief via un chef de projet un peu qui comprend ça. Et ça fera l'objet du prochain webinaire, d'ailleurs. Vous voyez, donc ce type d'études, voilà, nous montre beaucoup de choses et permettent aux agences de prendre la partie droite en se disant, ben voilà, on va essayer de travailler dessus. Tout à fait, merci Nathalie. Merci Oran pour le document. On va enchaîner maintenant sur les contraintes des différentes parties. Je vais vous faire accélérer un tout petit peu pour histoire qu'on reste un petit peu dans les temps. Patrice, pour toi, les principales contraintes du traducteur et de la traductrice indépendant, quelles sont-elles? Alors, oui, j'ai beaucoup aimé le tableau qu'on vient de voir, pas le tableau, mais le graphique. Et puis, effectivement, hormis la complicité entre chargé de projet et pigiste qui est à travailler dans nombre de cas, je suis d'accord sur le fait que les tarifs sont plafonnés depuis très longtemps, 2005-2006 peut-être, au Canada comme à l'étranger. Aussi, les échéances sont très courtes, de sorte qu'il faut travailler très vite. D'un côté, ça va de pair avec un tarif trop bas, on travaille très vite, on fait plus de sous. Par contre, c'est pas comme ça que j'ai été formé, c'est pas comme ça que j'ai appris mon métier. La vitesse augmente la probabilité d'erreur, que ce soit à l'étape de la traduction ou de la révision. Et je n'aime pas du tout, c'est une des raisons pour lesquelles je m'oppose aux échéances aussi courtes. Le problème se pose également en post-édition, parce que le post-édition nous impose un demi-tarif qui est la moitié du tarif de 2005-6. Et en plus, on dit, ben, l'échéance est plus courte puisque vous avez moins de travail à faire, alors que c'est faux, parce que puisque le premier jet est celui soit d'une mémoire de traduction dont on ne connaît pas l'âge, soit celui d'une intelligence artificielle dont on connaît les omissions et les hallucinations, il faut tout revérifier
un segment à la fois. Alors, c'est plus long que de traduire soi-même à partir d'une feuille blanche. Alors, les principales contraintes des pigistes ou freelance, oui, le tarif trop bas et la vitesse à laquelle on nous demande de travailler. Et ensuite, on nous reproche des imperfections parce qu'on est allé trop vite, évidemment, puisque le délai était trop court. Alors voilà, c'était mon opinion sur le sujet. Super, merci Patrice. Nathalie, est-ce que tu veux compléter sur les contraintes freelance? Oui, je vais aller vite. Je voulais parler de la difficulté de prospecter, de trouver des clients directs et des bonnes agences. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours été formé pour quand on fait des masters de traduction. Maintenant, ça s'améliore. Le MT, enfin le système européen impose de plus en plus de cours sur ces compétences-là entrepreneuriales, et c'est très bien parce que quand on cherche un client direct et qu'on le fidélise, je peux vous dire que ça rapporte beaucoup, beaucoup. Et qu'on a toute la relation, la richesse de la relation que l'agence a sinon. L'échange notamment. Donc la difficulté de prospecter, de créer son réseau, de se faire connaître, même s'il y a plein de moyens. Et donc certains freelances trouvent les moyens de contourner cette difficulté-là. Et comme on gagne souvent trop peu en travaillant pour les agences, il y a franchement ce que j'ai connu, moi, une incapacité à me former suffisamment au début de ma carrière et à investir dans, ne serait-ce que la mise à jour du logiciel de traduction, un déplacement pour aller voir un salon, ça c'est un conseil qu'on m'a donné aussi, va dans les salons à l'étranger, en Angleterre pour ma langue source, mais comment je paierais un déplacement sur Londres ou ailleurs en début de carrière, c'est vraiment impossible parce qu'on gagne vraiment peu en début de carrière et en travaillant pour les agences qui prennent leur part évidemment de la richesse, de la valeur. Donc voilà, ah oui, troisièmement, mais je l'ai cité, donc je le dis rapidement, c'est la progression insuffisante. Si on n'a pas un feedback à la fin d'un projet, de la part d'une agence par exemple, ou d'un client direct, hein, c'est pareil. Si à la fin d'un projet, on ne nous dit pas, il y avait encore 2-3 petits trucs qui ne sont pas passés au filtre de la vérification ou du contrôle qualité, ou on n'a pas pu utiliser cette traduction pour telle ou telle raison, si on n'a pas ce feedback-là, on ne progresse plus. Voilà. Oui, manque de feedback est également un point super important. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à compléter ce listing dans les commentaires pour enrichir la discussion et ce qui pourra nous servir également de base pour compléter cet état des lieux dans la charte. On va maintenant passer aux contraintes des agences. Lucille, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Allez. Je pense que c'est important de rappeler qu'il y a une grande disparité dans les profils que sont les interlocuteurs des agences. C'est-à-dire que c'est aussi bien, alors c'est peut-être les traducteurs indépendants en font certaines aussi, mais en fait, qui va avoir une vue assez simpliste du projet. Je stigmatise un petit peu, mais c'est une réalité. Jusqu'au responsable marketing qui a déjà traité des sujets de traduction, qui est plus au fait, qui va poser des questions. Et globalement, on constate quand même qu'il y a une vraie méconnaissance de la profession. Donc, au niveau de l'agence, c'est souvent compliqué aussi d'éduquer, même si c'est ce qu'il faudrait faire et on en a conscience, mais la réalité n'est pas aussi simple. Et donc, c'est vrai que souvent, le client a tendance à s'arrêter, sur le prix, 2 sur les délais. Et c'est à nous, en fait, de faire passer le bon message. On a parlé d'IA, l'IA avance vite. Sans nous, c'est vraiment l'approche, en fait, de se dire, sensibiliser le client au risque par rapport à un usage déraisonné. Je pense que ça, c'est un réel enjeu aussi. Et en fait, les agents sont aussi, pour juste de la légitimité à leurs actions, souvent certification. 1100, mais il y en a d'autres sur la post-édition, il y en a d'autres sur des sujets très variés. Et les process sont très coûteux en énergie, en finance. Et souvent, c'est vrai je pense que tous les freelances n'ont pas toujours conscience de tout ce que ça commencer par le suivi de toutes ces ressources, de cette
montée en compétence de toutes ces ressources. Alors, je sais que ça fera l'objet d'un autre webinaire, mais je pense que c'est essentiel d'en parler déjà à ce stade. Et c'est autant de contraintes qu'on a au quotidien et qu'on doit démontrer aux clients, en fait. Merci Lucille. Gaëtan, sur les contraintes des agences. Oui, je rejoins Lucille sur tout ce qu'elle a dit. Une pression des clients pour du toujours moins cher, du toujours plus rapide, du toujours plus facile aussi. En même temps, on est là pour ça. C'est à nous d'écouter les clients, comme le disait Gabriel. Après tout, on travaille tous pour eux. Et de trouver des manières de répondre aux attentes du marché, parce que sinon, il n'y a plus de marché. Il y a plus rien qui se passe et plus personne ne travaille. Donc, ça induit une pression technologique, la recherche, le développement, l'investissement dans toutes ces nouvelles technologies, extrêmement chronophage chez nous et extrêmement coûteux aussi. Euh, En parallèle de ça, on a une concurrence véritablement accrue dans le métier, y compris maintenant de la part de plateformes d'IA. Je rejoins Lucille aussi sur l'importance de l'éducation des clients sur l'usage risqué qui peut être fait de telles technologies. Et puis oui, pareil sur le manque de reconnaissance finalement de la filière auprès des clients, c'est une chose. Hein, donc cette constante nécessité que nous avons de justifier à la fois notre expertise et la plus-value que nous apportons collectivement. Mais aussi, et c'est ce que disait Lucille également, un manque de reconnaissance auprès même des nôtres, auprès des traductrices, auprès des traducteurs, qui ne perçoivent pas toujours et pas pleinement toutes les plus-values et les compétences. Alors je vais nuancer que allez, certaines sociétés de traduction apportent, visiblement pas toutes. Pour être un petit peu à mon tour, parce on a entendu beaucoup de critiques sur les sociétés de traduction, beaucoup de choses des petites choses qui grippent. De notre côté, on constate aussi une baisse de la qualité des prestations des traductrices et des traducteurs, pourtant diplômés, pourtant professionnels, avec du travail régulièrement bâclé. À nouveau, attention, je ne viens pas parler de, c'est pas la majorité, heureusement, mais ça se retrouve. Des non-respects de consignes, hein, on parlait de briefs, on veut bien en faire, mais si les consignes ne sont pas respectées, finalement, c'est dommage. Des absences de questions aussi par rapport au projet. Donc, pour certains, on note malheureusement, je parle pas spécialement de la France du tout, hein, c'est vraiment une expérience qu'on peut avoir de temps en temps avec une désinvolture quand même manifeste de certaines personnes qui pourtant coche toutes les cases pour prétendre à être traductrice et traducteur professionnel. Également un effondrement quand même assez alarmant des compétences des jeunes diplômés. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Bon, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Six-Continents. On fait beaucoup de choses, on a beaucoup d'initiatives sur les jeunes diplômés. Donc, je pense que je sais de quoi je parle en disant que il y a véritablement un problème actuellement. Parfois, l'IA va faire mieux que les moins bons parmi les soi-disant professionnels. Et pour moi, ça, c'est véritablement ce qui devrait inquiéter la filière parce que ça ne nous aide pas collectivement à justifier pourquoi un client devrait payer pour de l'expertise humaine si finalement il se trouve que cette expertise n'est pas au rendez-vous. Et puis, sur un plan plus économique, plus financier, je dirais que les défis qu'on rencontre aussi aujourd'hui dans notre environnement économique incertain en France depuis quelques mois, avec tout ce qui se passe dans le monde aussi. Hein, on est dans un business international, donc on ne va pas se limiter à l'Hexagone. De plus en plus de risques financiers, de plus en plus de retard de paiement. Il y avait un article qui est passé ce matin à nouveau sur le sujet où on voit que les délais de paiement s'allongent. Voilà, donc fluctuation des taux de change aussi qui devient un petit peu plus problématique. Donc ça fait partie des défis aussi et des choses qu'on absorbe bien sûr, mais c'est de plus en plus compliqué à ce niveau-là. Merci Gaëtan. Nathalie, tu voulais compléter? Oui, parce que je vois passer, j'ai vu passer, je pointe personne du doigt, mais je vois passer les agences s'engraissent sur notre dos. On est là pour discuter justement et se dire que la situation globale des agences ne va pas très bien, comme la situation des freelances. Donc, il faut juste essayer de trouver des solutions qui nous tirent vers le haut tous entre chaînes de valeur complètes.
Et que si on va mal, c'est que l'agence, enfin, au-dessus, ils vont mal aussi. Oui, toute la chaîne va assez mal, hein. C'est ce qui ressort de cette discussion. Et c'était aussi la raison pour laquelle... À part des grosses agences qui éventuellement font énormément de marge, voilà, c'est pas ça le sujet. Parce que du coup, c'est ce qu'on constate et ce qui ressort de cette discussion, hein, il y a autant de profils de sociétés de traduction que de sociétés de traduction. Donc, chacune pareil chez les indépendants. Façon de travailler, pareil chez les indépendants. Et les difficultés communes que nous rencontrons, c'est une bonne chose déjà de se rendre compte qu'on a des difficultés communes. Et donc, il y a une nécessité de se serrer les coudes pour arriver à faire face à tout ça et évoluer ensemble, parce que plusieurs d'entre vous l'ont mis en avant. Les métiers changent. Les pratiques changent, les besoins des clients finaux changent, les formations ne changent peut-être pas assez vite, donc il est essentiel de se serrer les coudes pour monter ensemble en compétence sur un webinaire consacré à ce sujet notamment, et construire aussi toute la valeur de toute la communication autour de la valeur de nos prestations auprès des clients finaux. Et ça, on ne pourra le faire qu'en deuxième étape si d'ores et déjà nous arrivons à travailler ensemble. Donc, d'où cette initiative et cette volonté d'ouvrir le dialogue. Et il y a des mauvais ressentis des deux côtés, des choses à dire des deux côtés. Et c'est bien de les sortir, c'est bien de les dire, mais tout ce qu'il y a de mauvais, on le connaît. C'est aussi intéressant de sortir ce qu'il y a de bon et de l'écrire noir sur blanc dans une charte et de dire, bon ben voilà, il faut faire signer cette charte à un maximum d'acteurs et la mettre en pratique parce qu'il faudra la faire vivre après aussi et l'appliquer. Oui. Bah non, je vais parler trop, je pense, mais les garde-fous contre les mauvaises pratiques, il faut en trouver d'autres. Mais à la SFT, c'est notre rôle au quotidien. Je veux dire, on est là pour être vigilant via des commissions, via des groupes de travail. Le rôle de la SFT, c'est d'essayer de faire le tri entre bonnes et mauvaises pratiques, en tout cas côté indépendant salarié. Et si possible agence, mais enfin on veut essayer de regrouper tout le monde, mais au niveau des indépendants, on fait un maximum de choses pour les faire se professionnaliser. Et voilà. Tout à fait. Et c'est également effectivement un très bon réflexe, et une filière se structure aussi par ces intermédiaires-là, que ce soit la SFT pour les indépendants, la CNET pour les sociétés de traduction, et d'autres agences, d'autres associations sœurs qui sont sur la filière. Il faut se regrouper et il faut communiquer entre nous, ça c'est absolument essentiel. Pour terminer cette table ronde et passer ensuite aux questions-réponses, je vais vous demander très rapidement à chacun de nos intervenants de donner quelques bonnes pratiques qui, selon vous, vous paraissent primordiales à l'issue de cette première discussion. On va commencer par Patrice. Ton micro. Parfait. Oui, merci. Oui, et je vais reprendre ce que nos collègues viennent de dire. Je comprends la pression énorme que les grandes entreprises clientes, notamment, exercent sur les sociétés de traduction. Les sociétés de traduction qui doivent s'armer de nouveaux arguments ou parfois d'autres moyens pour convaincre leurs clients du bien fondé de tarifs de délai ou d'autres sujets liés à la prestation du service. J'ai une idée étant donné cette pression sur des tarifs notamment, j'ai une idée sur la comptabilisation, peut-être qu'on pourra en faire une pratique exemplaire future, sur la comptabilisation du coût que représentent les services de traduction et d'interprétation dans certains cas. C'est sûr qu'il y a des traductions courantes, des documents administratifs de tous les jours qui passent dans les dépenses, mais quand il s'agit d'un projet d'expansion de grande envergure qui permet à une grande société ou une société en croissance de passer à un deuxième ou un troisième marché où la culture et la langue et le cadre juridique sont complètement différents, il faut revoir les chaînes d'approvisionnement, les canaux de distribution, et à chacun des maillons des chaînes et des canaux, ça prend des traducteurs et des interprètes pour faire passer l'information parce que les chaînes d'approvisionnement et les canaux de distribution deviennent internationaux. Ça prend également une équipe d'interprètes pour assurer le service à la clientèle dans la deuxième langue, et peut-être que dans le pays visé ou le troisième pays visé, il y a plus d'une langue officielle, 2, 3, 4, 5, comme c'est le cas souvent en Europe. Et il y en a 2 au Canada. Alors, ce que je propose pour aider les sociétés de traduction, comme celle de Gaëtan, c'est d'expliquer ce qui suit aux clients. On peut prendre l'ensemble des coûts que représente un projet d'expansion à l'étranger, c'est-à-dire la modification des chaînes d'approvisionnement, des canaux de distribution et les coûts de traduction et d'interprétation qui s'y rattachent, font partie d'un ensemble. Cet ensemble-là, c'est le projet
d'expansion dans un deuxième ou un troisième pays. Ce projet d'expansion, il a une valeur et habituellement, des projets comme ça, on peut les comptabiliser à l'actif à long terme plutôt que de le comptabiliser directement au titre des dépenses, parce que lorsqu'on le comptabilise au titre des dépenses, on fait diminuer tout de suite le bénéfice net de la société pour l'exercice en cours. Tandis que si on le comptabilise au titre de l'actif à long terme, on peut amortir le coût total sur un certain nombre d'exercices. Alors, l'effet sur le bénéfice net de la société cliente est beaucoup plus faible d'exercice en exercice. Donc, ça enlève la pression sur le coût des services de traduction et d'interprétation puisqu'on a changé sa méthode de comptabilisation. Je ne sais pas ce qui va venir de mon idée, mais je trouve ça intéressant comme pratique exemplaire ou bonne pratique future. Tout à fait, oui, de faire passer de communiquer auprès des clients finaux et de bien préciser qu'il s'agit d'un investissement et non d'un coût ou d'une dépense par rapport aux retombées qu'il y aura derrière. Exactement. Nathalie, quelles sont tes bonnes pratiques? Je vais parler d'une bonne pratique concrète que je mets en place pour moi-même et que je conseille à tout le monde. D'abord, c'est ne jamais laisser un client en plan, c'est-à-dire que si vous, en tant que freelance, vous avez un contact avec un client, une entreprise, un client direct, là je ne parle pas d'une agence, du coup, d'un client direct, mais que vous ne pouvez pas répondre parce que ce n'est pas votre combinaison de langue, ce n'est pas votre domaine. On a l'habitude, ça tout le monde le fait, de recommander un confrère, une consoeur indépendante. Mais pensez aussi à repérer les agences les plus éthiques que vous connaissez et à recommander et à donner apporter cette affaire à l'agence. Parce que non seulement le client sera gagnant parce qu'il aura une réponse, une solution à ses problèmes, à son besoin. Vous allez vous faire bien voir de ce client qui pourra revenir vers vous pour une demande dans votre combinaison de langue plus tard. Et puis, vous pouvez, avec l'agence, négocier un apport d'affaires. Et ça, c'est gagnant pour les trois, en fait. C'est gagnant pour le client, l'agence, le freelance, et moi je le fais dès que possible. L'idée derrière tout ça, c'est le client. Je le laisse pas tomber, je lui le laisse pas en plan disant je fais pas ça, au revoir. Il y en a marre que vous me demandiez de l'allemand, pouf, non. Voilà, c'est une bonne pratique et je trouve gagnant pour les trois. Et une bonne pratique de solidarité également entre tous les acteurs du secteur, effectivement. Lucille. Oui, alors moi je vais citer deux pratiques, une micro et une plus macro. En tout cas, en bonne pratique micro, je dirais que c'est la communication et je rejoins Patrice quand il suggérait aux freelances d'avoir une posture parfois plus proactive. Donc, effectivement, de dire je peux pas pour tel délai, proposez-en un autre. Peut-être que en fait, c'est possible, mais c'est vrai que ça permet aussi d'apporter une solution. Donc, j'aurais envie d'encourager les traductrices et les traducteurs, force de proposition. Et la deuxième, c'est pour saluer cette initiative qui n'est qu'une première parmi d'autres. Rapprochement entre la SFT et la CNET qui me semble essentiel, particulièrement dans le contexte que nous connaissons. Merci beaucoup, Lucille. Gabriel? Alors, plus qu'une pratique à appliquer, ce serait un appel et vous l'avez sans doute entendu parler de ce concept de l'humain dans la boucle, surtout dans le contexte de l'IA qui prend les headlines. Ma recommandation, ce serait de vivre ça en réalité, en pratique, et de trouver des moyens d'appliquer cela, d'essayer de mettre il y a une verticalité de pouvoir ou de la façon dont s'organise la supply chain, d'essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et d'ailleurs aussi incluant les clients, chercher des moyens d'inclure les clients finaux dans la discussion et voilà, de trouver des solutions à des problématiques communes. Le constat, et beaucoup a été dit par mes collègues ici, je suis d'accord sur de nombreux points. La réalité, c'est que le client final ne peut pas se passer de la société de traduction ni des linguistes. Donc, tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Il faudrait penser à la façon dont on communique, surtout. Et enfin, Gaëtan?
Belle transition, Gabriel, merci. Parce qu'effectivement, moi, je pense que le rôle du vendor manager est primordial. La communication. Chez Six Continents, c'est Élodie Bouquet qui tient ce rôle, hein. C'est-à-dire que son rôle, c'est quoi? C'est qu'elle se fait finalement en interne l'avocate des indépendants. Elle vient porter leur voix pour défendre leur point de vue, leurs intérêts, assurer le maintien de la qualité de la relation avec l'ensemble des responsables de projet chez nous, pour créer cette combinaison triplement gagnante que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'on pourrait aussi collectivement progresser. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit auparavant par plusieurs personnes sur d'autres opportunités de développement professionnel et de formation. Alors, j'enseigne moi-même à l'université de Mulhouse. Mon associé Peggy Santerre enseigne à l'université d'Aix-en-Provence. C'est vous dire que on veut jouer le jeu. Au-delà de ça, nous accueillons des stagiaires chaque année chez Six Continents, des alternants également, nous les formons. Il nous tient véritablement à cœur de faire le pont avec la génération qui va suivre, qui va venir. Élodie Bouquet, donc notre vendor manager, elle interroge nos partenaires indépendants régulièrement. 98% recommanderaient à leurs confrères, à leurs consoeurs de collaborer avec nous. Alors, j'en suis très fier, c'est bien, c'est sûr. On peut se dire que peut-être qu'effectivement, on pourrait recueillir des idées de la part de nos linguistes, peut-être mettre en place un système de feedback bidirectionnel, en quelque sorte. Je pense que dans les bonnes pratiques aussi, ça a été dit, des délais de paiement courts sont essentiels à l'instauration d'un climat de confiance, et c'est une marque de respect qui est primordiale pour nous. Hein. C'est un point sur lequel, là aussi, je pense qu'on est véritablement à la pointe, on tient nos engagements, et ça, je pense que tout le monde devrait le faire. En retour, évidemment, nous attendons de la part de nos partenaires un investissement concret sur chaque projet, l'apport d'expertise tangible, la recherche aussi d'une collaboration avec nous comme avec le client, l'accueil constructif des retours et des critiques que nous on reçoit ou que nous pouvons formuler, la volonté d'apprendre à satisfaire finalement chaque client comme chaque client l'entend, parce que c'est finalement il faut rester à l'écoute, et donc aussi une ouverture d'esprit sur de nouveaux services et de nouvelles méthodes de travail. Et puis, je crois que pour conclure, voilà, moi, mon message, c'est que, oui, vous l'avez dit, il y a plein de personnalités parmi les indépendantes et les indépendants. Il y a aussi des personnalités de sociétés de traduction. Ce qui compte, chaque indépendant ne pourra pas travailler pour chaque société de traduction, c'est pas le but. Le but, c'est de trouver ce qui vous correspond à chacune d'entre vous, les sociétés avec lesquelles vous aimez travailler, et que nous, on trouve les partenaires avec qui on a aussi envie de travailler. Et quand ça marche bien, croyez-moi, ça marche très très bien, et on fait des heureux, et tout le monde est content, et ça peut aussi très bien se passer. Donc un message d'espoir, moi j'en ai des belles histoires qui datent de plus de 20 ans de collaboration. On se doit rien, on ne doit pas travailler ensemble, il n'y a rien qui nous lie, on n'a pas de contrat autre que les NDA. Je ne dois pas apporter de travail à cette personne, par exemple, que j'ai en tête, qui peut-être nous écoute. Et pourtant, une belle histoire, chaque jour répétée depuis plus de 20 ans, ça veut bien dire que des belles histoires, on peut aussi en écrire. Voilà. Donc, trouver ses âmes sœurs en termes d'indépendants et de sociétés de traduction. Mais oui. Tout à fait. Merci à tous les participants d'avoir amené toutes ces idées sur la table. On a un petit peu dépassé, on va s'améliorer au fil des rencontres. Là-dessus, on va prendre le temps de répondre, de consacrer une demi-heure à répondre à vos questions. C'est Maëlle qui va nous les transmettre. Maëlle, on t'écoute. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat concernant les tarifs, donc des questions qui sont posées par des indépendantes et indépendants et qui s'adressent donc aux directeurs et directrices d'agences qui sont présents ce soir. Sur le plan de la valorisation, il y a pas mal d'indépendants qui se demandent pourquoi est-ce que les traductions ne sont pas signées
à part dans certains cas, et ce que les agences et sociétés de traduction pourraient faire pour mettre en avant justement, reconnaître l'expertise des traducteurs indépendants. Et ensuite, il y a un autre point aussi qui revient beaucoup, c'est donc forcément la question des tarifs. De nombreux participants et participantes ont demandé ce qui influait vraiment sur les baisses de prix qui sont constatées. Est-ce que c'est vraiment un besoin, une demande de la part des clients d'avoir quelque chose de toujours moins cher, quitte à accepter de recevoir des traductions d'une qualité plus basse, ou est-ce que c'est une volonté des agences de vendre de la traduction humaine à son client en livrant en réalité de la post-édition? Ok, donc Lucille, Gaëtan, on vous laisse répondre à ces vastes questions. Moi, je crois que, premièrement, il faut bien s'imaginer que, je vous l'ai dit, la traduction humaine, purement humaine, c'est une goutte d'eau dans un océan. Finalement, ça représente très peu par rapport à tout ce qui se traduit de façon automatique par tout le monde, hein, en copiant, collant dans Google Traduction ou sur DeepL. Tout le monde fait ça. Ça, c'est absolument pas notre marché. Donc, moi, j'ai toujours tendance à présenter notre activité comme dans notre filière à tous, là, professionnels, comme on est le marché du dernier pourcent finalement. On est ce petit marché critique, hein, je l'ai dit, hein, c'est pas du tout pour le dénigrer, bien au contraire, mais on est ce tout petit pourcent finalement insignifiant en termes de volume et pourtant qui a toute son importance. Dans ce pourcent, on va retrouver du contenu qui mérite parce qu'il a une valeur économique, parce qu'il présente un risque, parce qu'il engage l'image de l'entreprise peut-être ou pour d'autres raisons. On va retrouver du contenu dont la traduction par uniquement la chaîne humaine pour atteindre un niveau de qualité qui soit proche de la perfection ou parfait, si ça peut exister en traduction, eh bien là, on va retrouver une partie de ce contenu. À l'inverse, on va retrouver du contenu qui n'a pas cette valeur économique, qui n'a pas non plus de justification d'être traduit parce que les quantités sont phénoménales. Il n'y a pas assez de traducteurs sur la planète finalement. Il n'y en aurait pas assez si on devait tout traduire de façon humaine. Et là, on fait quoi? Soit on dit au client, débrouillez-vous avec les systèmes automatiques. Il y en a plein qui font ça et ils s'estiment très contents avec ce qu'ils ont parce que c'est pas de la traduction comme on l'entend nous. Ça procure de la compréhension. Simplement ça. Plein de fautes. C'est évidemment pas abouti du tout. Néanmoins, on comprendra toujours plus quand ça passe dans un moteur de traduction automatique que si on est incapable de lire la langue source, pardon. Et puis, on a le curseur qu'on peut placer comme on veut entre du tout automatique et du tout humain. Et je pense que une des grandes forces qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner le client dans cette compréhension de ce qui est possible et puis d'essayer de leur proposer différentes solutions. Si on les laisse se débrouiller tout seuls, notre marché de 1%, ça va passer de 1% à 0,5, à 0,25 peut-être, jusqu'à ce qu'il va rester quoi? Si on veut que ce secteur reste pertinent, c'est à nous de dire aux clients, effectivement, je suis d'accord que vous n'allez pas payer aussi cher la traduction de ce type de contenu-là, parce qu'à nouveau, il n'a pas de valeur économique qui le justifie. Donc, on va proposer une solution dégradée, bien entendu, qui inclut un petit peu moins ou beaucoup moins d'expertise humaine. Le tout étant d'aligner les attentes avec le client et de lui livrer finalement ce qui correspond à ses attentes. On ne peut pas vendre une solution d'amélioration de traduction automatique très rapide en prétendant que c'est de la traduction humaine. Ça, bien entendu, ça pose de nombreux problèmes et ça vient dégrader l'image de la filière. Alors, on a deux autres questions aussi sur la partie tarification. Certains indépendants ou indépendantes ont proposé dans le chat une rémunération en cas d'annulation des projets, puisque lorsqu'une agence envoie un projet ou propose un projet à une indépendante ou un indépendant, si le projet est annulé par la suite, l'indépendante qui a répondu ou l'indépendant qui a répondu a quand même passé un certain temps à consulter les documents,
voir les documents de référence, se demander si oui ou non il ou elle peut accepter le projet, et à même dans certains cas refuser un autre projet avant de finalement devoir tout laisser en plan, perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Est-ce qu'il y a des solutions que l'on pourrait mettre en place pour limiter cette gêne? Lucille, peut-être? Oui, j'allais juste répondre. Effectivement, je pense que le mieux à faire, c'est de fixer un cadre légal. Normalement, c'est le bon de commande qui fait foi. Charge à la société de traduction, en fait, aussi de s'assurer des conditions d'annulation de l'offre. Et quand le cadre légal est fixé, qui est couverte pour ce type d'incident. Au niveau de la traduction, envisageable, c'est à minima de rémunérer sur ce qui a déjà été fait. Et à défaut, de facturer des frais de dossier, ne serait-ce que pour le temps, entre guillemets, bloqué, ou en tout cas le moment où la personne s'est bloquée. Ce temps de travail, et à peut-être refuser quelque chose. Après, le reste, j'ai envie de dire, c'est de la relation commerciale. Est-ce que le client est régulier? Mais ça, c'est aussi à la société de traduction de prendre sa responsabilité. Voir dans quelle mesure il fait un société de traduction pour lui et en fidèle peut-être. Après, je pense que c'est bien d'être flexible, mais c'est indispensable cadre légal, aussi bien la société de traduction vers son client que la société de traduction à l'égard de son traducteur. Formalise par un contrat de sous-traitance en amont. Donc, une bonne pratique à inscrire définitivement dans la charte. Alors, on a une autre question aussi, toujours concernant la tarification. Je rappelle qu'on aura un autre webinaire à ce sujet, qui sera dédié entièrement donc, à la question des tarifs. La question, c'est est-ce que le modèle de facturation au mot ne serait-il pas finalement obsolète, puisque justement la traduction va bien plus loin que de convertir un mot en un autre mot. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt facturer à la tâche, voire au projet, plutôt qu'au mot, ce qui dévalorise notre expertise? Alors effectivement, il va y avoir pardon Gaëtan, mais simplement, il va y avoir un webinaire complètement consacré à cette thématique. Donc, si vous avez quelques pistes chacun sur ce sujet-là, mais ça sera abordé beaucoup plus en détail par la suite. Oui, vas-y. Vas-y, Nathalie. Moi, je voulais dire que pour mes clients directs, j'ai arrêté complètement de leur parler de ça parce que ça ne leur parle absolument pas. Et au contraire, ça ridiculise mon activité si je parle de centimes pour une prestation que eux voient à valeur ajoutée. Donc, j'essaye de vendre des forfaits qui leur parlent plus parce que c'est ce qu'ils dépensent avec d'autres prestataires de toute façon. Tout en précisant un volume, éventuellement une durée en heures, mais voilà. Gaëtan, tu voulais compléter? Oui, voilà. Alors c'est vrai que bon, moi je me rends régulièrement dans de nombreux congrès dans notre profession tout au long de l'année. Puis c'est vrai qu'on cherche tous à sortir de la tarification au mot. Simplement, personne jusqu'à présent, et c'est une question récurrente. Hein, c'est vraiment chaque semaine qu'on se la pose. Personne n'a été capable encore de trouver la formule magique. Donc ça, c'est le premier point. On ne sait pas. Et puis la deuxième chose, c'est que j'en parlais encore hier ici, nos donneurs d'ordre, les clients, ce sont qui? Ce sont des services achats qui veulent voir une quantité, qui veulent voir un tarif sur un devis, qui veulent voir pouvoir avoir de l'information. Donc, moi, j'adore ce que fait Nathalie, c'est super, mais quand on a affaire à des plus grosses sociétés, ça marche malheureusement pas, parce qu'ils vont acheter la traduction comme ils achètent des stylos. Est-ce qu'on achète encore des stylos? Je ne sais pas, mais en tout cas, d'autres choses peut-être. Mais on en est là et il faudrait créer beaucoup d'autres choses dans ce cas-là comme unité tangible pour pouvoir les préciser parce que ça fait partie des choses que nous, on doit justifier aussi. Donc,
on n'a pas d'autre moyen de compter dans l'immédiat. Il y aurait le temps passé, mais le temps passé, ben, ça ne nous permet pas malheureusement de donner ce que veulent les clients, c'est-à-dire une communication à l'avance du prix de la prestation. Donc c'est très complexe comme sujet, mais tout à fait. Si on pouvait en sortir, je pense que ce serait bien pour la profession, oui. Patrice, tu veux compléter? On ne t'entend pas. Hein. Pardon, je vais finir par m'habituer. Pardon, en une seule phrase, je suis d'accord avec mes collègues, nous ne traduisons pas des mots, mais des idées. Et si une traduction arrive à amener un auditoire cible à adopter un comportement, un produit ou un service, combien est-ce que ça vaut? Alors, c'est la valeur du service que l'on apporte qui importe et non le compte de mots. Alors, voilà. Et effectivement, ça va faire tout l'objet du webinaire numéro 3, si je ne m'abuse, sur les tarifs et comment essayer ensemble de trouver des solutions. On le voit là sur les échanges autour de la table. On aimerait tous sortir de ce système de tarification en mots. Donc, en préparation du webinaire 3, tout le monde a ses cerveaux pour essayer de trouver des solutions. C'est primordial. Ce sera une autre discussion très riche. Est-ce que Maëlle, il y a d'autres thématiques que les tarifs qui reviennent dans les questions? Non, c'est surtout les tarifs et puis aussi la question de la valorisation. Qu'est-ce que peuvent faire les agences pour mettre en avant leurs prestataires et moins anonymiser, donc faire appel à moins de services premier arrivé, premier servi, mettre le nom des traducteurs et traductrices en avant. C'est ce genre de commentaires qui reviennent beaucoup dans le chat. Lucille, sur ces questions-là de valorisation et de mise en avant des prestataires? Je pense que c'est très différent d'une agence à l'autre. Après, effectivement, hein, les grosses agences vont avoir pléthore de fournisseurs, pour le coup. Le terme déjà à quel point c'est anonymisé. Mais pour ma part, parce que pour le coup, je ne peux parler que pour moi, je sais que j'ai pas de mal à dire aux clients le prénom au moins de la traductrice ou du traducteur, qu'ils sachent c'est la même personne que la dernière fois. Mais encore une fois, ça suppose une relation de confiance dont on a parlé plus tôt, et je pense que c'est vraiment la clé, c'est que tout le monde soit à l'aise avec ça. C'est-à-dire que l'agence sait que elle peut compter sur le traducteur et qu'elle lui est fidèle et inversement que le traducteur aussi est entière. Gaëtan, sur ces questions-là? Je pense que c'est vraiment lié au type de contenu. Hein. Et franchement, il y a des contenus sur lesquels je ne vois pas l'intérêt qu'il y ait une association particulière parce que, à nouveau, ce sont des contenus qui sont tellement finalement insignifiants. Pour d'autres contenus, par contre, ça se fait beaucoup. Hein. Si on regarde le sous-titrage, l'édition, ça c'est voilà, il y a quand même des domaines où oui, il y a véritablement un intérêt à porter. Je crois que dans le jeu vidéo aussi maintenant, on va pouvoir le trouver. Donc, ce sont des bons axes de progression, effectivement. Donc, sur du contenu plus créatif, sans doute. Où il y a vraiment une touche qu'on peut apporter, c'est certain que je pense que oui, il y a une forme de. Faudrait aussi instaurer du droit d'auteur comme on le fait dans l'édition, par exemple, ce serait très bien. Mais après, sur des contenus professionnels, c'est-à-dire un contrat, par exemple. Je ne sais pas quelle est la part de créativité véritablement qu'on peut justifier à nouveau, et aussi la co-construction, je rappelle, qui est faite de la traduction. Le traducteur ou la traductrice réalise une partie du travail, réalise pas la totalité du travail. Il y a d'autres opérations, hein, puisque nous, on vend de la traduction professionnelle certifiée, qui impose qu'on ait plusieurs intervenants qui se succèdent, plusieurs intervenants qui répondent là aussi à plusieurs contraintes. Hein. Donc, la certification pour les clients, c'est aussi un véritable gage de sérieux. Ce qu'on est en train de faire là, dans les bonnes pratiques, c'est un gage de sérieux là aussi entre nous.
Vous voyez qu'on on a répondu présent aussi bien par Lucille pour la CNET et pour son entreprise, et puis moi-même, on est là parce qu'on a envie que les choses bougent. Donc effectivement, je pense que et puis croyez-moi quand je vous dis que si volontairement on a accepté l'invitation, mais c'est aussi parce qu'on sait que ça ne se passe pas toujours bien ailleurs. Donc c'est finalement bien d'aider la profession, d'aider les indépendants, peut-être je sais que ça se pratique, à parler autour de vous des personnes avec qui vous avez des collaborations fructueuses, et puis des personnes peut-être avec lesquelles il est plus risqué de travailler ou moins agréable de travailler. Oui, c'est un excellent conseil parce que d'être isolé, ça n'aide pas du tout. On est beaucoup de traducteurs freelance, d'interprètes freelance. On est beaucoup. Et c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc forcément, on est en concurrence avec beaucoup de gens. Parfois des étudiants qui en prépa littéraire, par exemple, traduisent très bien, mais pour rien, parce que pour eux, c'est un plaisir et une formation complémentaire, on va dire. Mais donc, il faut parler entre nous, parce que les meilleurs filons d'agence, les meilleurs filons de clients, les meilleures pratiques, on les apprend finalement en échangeant autour de nous. Donc, en se rencontrant ou en partageant sur certains réseaux. Patrice, tu veux compléter? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Gaëtan et Nathalie. Effectivement, dans les professions réglementées, on ne remet pas en question les tarifs du dentiste, de l'avocat ou de l'ingénieur parce que, pour deux raisons. Un, les tarifs sont protégés. Deuxièmement, ces professions-là s'appuient sur des plans de communication qui font connaître au public ce que font et qui expliquent ce que font les professionnels et qui soulignent l'importance de ce que font les professionnels. Alors, dans l'esprit des gens, un dentiste, ça fait telle chose, ça coûte cher, et quand il dit, telle intervention coûte 1000 $, on paye, puis on ne dit pas, je suis prêt à t'offrir 300. C'est sûr qu'il n'y a personne qui dit ça à son dentiste, n'est-ce pas? Alors, ça serait bien si on bénéficiait de la même genre de protection. Deuxièmement, pour ce qui est des redevances ou du droit d'auteur dont parlait Gaëtan, effectivement, lorsqu'on travaille en post-édition à alimenter des mémoires de traduction ou l'IA directement, OpenAI, par le truchement de certaines plateformes, le contenu que nous avons créé grâce à notre travail de réflexion va être réutilisé d'innombrables fois, mais il n'y a aucun droit d'auteur, il n'y a aucune redevance pour le pigiste. Le pigiste est payé demi-tarif, il va trop vite et parce qu'on lui demande d'aller trop vite. Et ensuite, c'est zéro, même si son contenu, sa création, son travail est réutilisé. Alors voilà. Donc, il y a effectivement quelque chose à faire sur ce sujet aussi, et il faudra l'aborder définitivement pendant le webinaire sur les tarifs, parce que c'est également quelque chose à prendre en compte. En effet, Patrice, merci pour ce point crucial. Maëlle, est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer cette première rencontre? Autant pour moi, mon micro était coupé. Non, pas d'autres questions en lien avec le sujet donc, du premier webinaire, donc l'état des lieux. Énormément de questions sur les tarifs, mais encore une fois, on en reparlera. Et un point qui a été soulevé, c'est la question de la RSE, parce que au-delà des tarifs, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça pose problème pour des questions, entre autres, environnementales. Et donc, il y a des indépendants et des indépendantes qui s'interrogent sur ce que peuvent faire les agences pour communiquer à ce sujet et être aussi plus responsables. Voilà, c'est un sujet intéressant, mais qui est un petit peu hors sujet par rapport à cet état des lieux. Je vois que Gaëtan a une réponse, je crois. Si tu veux répondre rapidement. Effectivement, alors ça, c'est les RSE, donc ça, c'est un sujet qui tient à cœur à l'entreprise Six Continents, et Peggy Santer mène de front ces initiatives. Donc, on s'est lancé il y a quelques années dans la certification EcoVadis. Donc, aujourd'hui, on est titulaire d'une médaille de bronze. Bon, on attend les résultats de notre nouvelle médaille à venir prochainement. Donc, argent ou or, on va voir. Mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui est important chez Six Continents. On a beaucoup d'initiatives RSE, que ce soit en interne, mais également avec nos prestataires externes. Donc voilà, je pense qu'il y a tout à fait matière là aussi à s'engager
que ce soit au travers des certifications professionnelles tout d'abord, mais aussi donc des certifications spécifiques RSE. Et puis après, des certifications c'est bien, mais finalement il faut des actes, des actions concrètes et donc beaucoup d'initiatives qui sont prises pour pouvoir décrocher ces médailles. On vous l'a dit, là, je vous l'ai dit, de bronze et puis voilà, d'argent et d'or à venir. Donc c'est tout à fait faisable, mais il faut que les entreprises s'en emparent. Oui. Gaëlle, tu voulais compléter, il me semble. Oui, je me permets de poser une question qui a été un peu noyée dans le flot du chat, mais que je trouve intéressante sur la demande réelle, parce que c'est vrai que nous, comme on a les agences en intermédiaire, on n'est pas toujours au fait des clients, la demande des clients finaux. Donc la question, c'est trouvez-vous que les clients finaux sont de plus en plus demandeurs du rapide et moins cher, quitte à fermer les yeux sur la qualité, ou avez-vous en face de vous des clients qui sont toujours quand même en quête de qualité et prêts à payer le prix? Autrement dit, est-ce que la demande pour de la traduction de qualité s'est évaporée ou pas? Bon, je pense Je qu'il peux me faut être lancer pour apporter sensible. un fragment de réponse là-dessus. Un constat en travaillant, en parlant avec les clients directs, c'est que l'année dernière, ou globalement, on va dire les 2 dernières années, c'était les années d'expérimentation avec l'IA. Là, ce qui peut faire, c'est un retour à la réalité. C'est qu'au final, ce qu'il y avait avant, c'était pas si mal que ça. Et donc, j'aurais tendance à dire que non. Bien entendu, en fonction des milieux c'est-à-dire des industries d'où viennent les clients. Et après, il y a un côté variable et c'est la maturité du client qui joue beaucoup sur comment on s'organise, comment on offre nos services. Les clients un peu matures en termes de localisation, traduction, vous aurez ces sujets-là vite, rapidement, l'IA. Il faut avoir une réponse pour cela. Les clients qui sont matures, qui font ça depuis des dizaines d'années, ils sont bien au courant de dont on parle aujourd'hui aussi. Et pour eux, oui, c'est une retour à la réalité qui perd. Donc, c'est la magique, c'est sûr. On n'entendait pas bien. Oui, malheureusement, on n'a pas tout suivi, Gabriel. Ta connexion est peut-être un peu défaillante. Mais merci en tout cas pour tes réponses. Et Patrice, tu voulais compléter. Oui, mais en essayant de suivre le signal sonore de Gabriel, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, je suis Bon, d'accord, désolé. très bien. À moins qu'elle me résume la question en quelques mots. C'était par rapport à est-ce qu'il y a de plus en plus Oui. de demandes pour de la traduction rapide pas chère? Selon mon expérience, ça varie selon l'entreprise demanderesse. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, exercent la pression pour un bas tarif et la vitesse. Et par exemple, l'an passé, j'ai eu la chance de servir avec une équipe, une grande entreprise du Canada qui s'était brûlé les doigts sur l'intelligence artificielle, qui avait fait traduire un grand nombre, une longue série de documents. Et quand elle a reçu tous les documents, qu'elle les a relus, elle a trouvé qu'ils étaient inutilisables. Alors, elle a perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Alors, elle a téléphoné ici, elle a dit, est-ce que je peux avoir une traduction humaine seulement parce que ce sont des manuels de formation destinés aux travailleurs de l'industrie canadienne du tourisme. Et dans l'industrie canadienne du tourisme, il y a beaucoup d'immigrants qui sont en train d'apprendre la langue française et il s'agissait de traduire la même série de documents 2 fois. Une fois avec la voix officielle de l'entreprise pour le manuel imprimé et une fois de façon plus idiomatique, voire familière, pour l'enregistrement voix off de la version web des programmes de formation. Alors, c'est une chose que l'IA n'est pas arrivée à faire, bien entendu. Alors, ça a été fait par des êtres humains de A à Z. Gaëtan et Lucille, est-ce que vous avez une réponse par rapport à cette thématique-là? Oui, alors je vais plutôt partager mon expérience personnelle qui est que jusqu'à présent, aucun client m'a demandé une traduction moins chère et mauvaise qualité. En général, moins chère avec la même. Mais je pense que on en revient un petit peu au
des contenus. Je pense que c'est important de sensibiliser le client sur les enjeux en fait du travail de traduction. Et après, à lui de prendre la décision de savoir si une post-édition, par exemple, peut suffire. Mais je pense que c'est indispensable, en tout cas, de l'informer et d'être très transparent sur ce qu'il aura pour quel tarif. Mais mon constat, c'est plutôt qu'il y a une grosse pression tarifaire quand même de la part des donneurs d'ordre. Gaëtan? Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, je pense que qu'on le veuille ou non, hein, notre métier n'étant pas connu, n'étant pas valorisé à l'extérieur, bien évidemment, on se retrouve avec des personnes qui sont bombardées continuellement par Google, par OpenAI et toutes ces sociétés parce qu'elles veulent vendre des abonnements à leur système d'IA. Eh bien, qu'est-ce que si on regarde, hein, quand est-ce que la traduction on la retrouve dans les actualités, mais ça va être soit quand il y a des grosses erreurs et puis qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, ou bien ça va être quand, mais oui, Google a encore une fois réussi à faire la meilleure traduction possible, etc. Alors que nous savons que ce n'est pas vrai. Pour autant, les cerveaux de nos clients sont complètement brouillés par ces messages, donc ils viennent chez nous avec des attentes extrêmement basses en termes de tarifs, en disant avec tout ce qui est possible maintenant avec l'IA, ça ne doit pas être si difficile de traduire. Bon. Donc, c'est un véritable combat quand même de justifier la plus-value de notre profession et de l'expertise qu'on peut apporter. Donc, je pense que malheureusement, la communication aujourd'hui des géants de la Silicon Valley par rapport à la thématique de la traduction ne nous aide pas quand il s'agit de venir justifier un tarif. Donc, bien entendu, comme dit Lucille, on connaît pas grand monde qui va vouloir nous dire vous faites un peu n'importe quoi et puis ça me coûtera moins cher. C'est pas ça la demande. La demande, c'est après, quand il s'agit de mettre un prix en face d'une demande et que ce prix est complètement décalé par rapport à l'idée simplement, qui est fausse, mais c'est l'idée du client. Là, voilà, on se heurte parfois à un mur. Donc, c'est compliqué. Et comme je vous le disais, soit il se passe rien, il n'y a pas de marché, il se passe plus rien, plus personne travaille, ou alors c'est à nous, collectivement, de créer des opportunités de travail pour tout le monde, avec des services intermédiaires. Et ces services intermédiaires, bien entendu, c'est à nous de les expliquer et surtout, là aussi, de faire attention à sélectionner le niveau de service qui va correspondre à ce qui est important pour le client à ce moment donné. Et puis, comme Patrice le disait, il existe des contenus à forte valeur ajoutée à cela parce que les enjeux commerciaux, les enjeux de succès des entreprises à l'international sont colossaux. Là, il n'est pas question de dire aux entreprises, là, vous pouvez vous passer de l'expertise purement humaine. Bien au contraire, c'est là qu'on arrivera peut-être plus à la justifier. Mais on ne peut pas justifier cette expertise sur la totalité des contenus. Donc, on doit accepter de la flexibilité à tous les niveaux et proposer la bonne solution finalement à chaque client en fonction de son type de contenu et en fonction de la destination de la traduction, des enjeux qui sont derrière. Et c'est ce que Gaël indique dans le chat, hein, prochaine étape, évangélisation des clients. Oui, j'allais dire ça. Il va falloir peut-être qu'on communique en tant que filière sur d'autres filières. Par exemple, on crée les labels de qualité, je pense à l'alimentaire. Quand la junk food s'est développée, que l'industrialisation des multinationales a développé des tonnes de produits alimentaires bas de gamme, la réaction de la filière, c'est de créer des labels de qualité. On a déjà des pistes, il y a des certifications, mais notre langage, notre communication, en tant que filière, doit changer parce que, voilà, pour aller contre toutes ces idées fausses que, effectivement, moi, autour de moi, j'entends tellement souvent qu'avec un bon outil, je ferai quasiment comme toi. Voilà. Si vous me permettez. Oui, Patrice, oui. Je m'excuse, j'ai pas voulu t'interrompre, Lucie. Je suis tout à fait d'accord avec Nathalie. Label de qualité ou même label commerce équitable, par exemple, qui prouve que les traducteurs, traductrices ou interprètes à la pige ont été rémunérés à temps et qu'ils ont reçu
un tarif équitable. Alors, oui, absolument, les labels à 100%. Merci beaucoup, Nathalie. Gaëtan, pour compléter? Oui, rapidement, Nathalie, quand on avait commencé à parler de ce webinaire, c'est vrai qu'on s'était retrouvé à dire que traducteur, j'utilise volontairement la forme masculine ici, mais pensez-la bien entendu inclusive, traducteur dans la tête des gens, c'est pas nous. Un traducteur, c'est DeepL. Hein. DeepL, c'est le meilleur traducteur au monde. C'est comme ça que se vend cet outil. Notre profession est devenue un outil dans la tête des gens. C'est pas des personnes. Et ça, je pense que il faut le combattre et c'est à nous. On s'est fait voler notre nom, on s'est fait voler notre expertise. C'est véritablement à nous de réussir à reconquérir la tête, la tête des gens. Alors, on va peut-être pas pouvoir récupérer traducteurs et traductrices parce que maintenant c'est trop tard, ils l'ont volé. Mais il va falloir qu'on se démarque et qu'on trouve quelque chose, expert en communication internationale, expert linguistique, je ne sais pas. Il faut qu'on trouve quelque chose. Je fais confiance à nos amis canadiens qui sont souvent à la pointe quand il s'agit de néologismes. Et c'est admirable d'ailleurs. Donc, réfléchissons à que la filière réfléchisse, voilà, à se mettre en avant, mais en oubliant peut-être ce terme qu'on nous a volé. Oui. Et c'est une thématique qui fera l'objet du 5e webinaire sur la thématique de la posture d'exécutants à partenaires, tant pour les freelances que pour les agences, de reconquérir aussi et de transformer l'image que les clients ont de nos processions. Ça fera l'objet effectivement du 5e webinaire. Donc, ça sera aussi intéressant d'échanger sur cette question. On arrive au bout de ce premier échange qui a été très riche. Merci à tout le monde, aux participants pour leurs éclairages, à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, qui ont donné de leur temps pour poser des questions et pour nous écouter. Merci à toutes et tous. On se retrouvera très bientôt pour la prochaine session, donc, qui aura lieu le 10 octobre sur le brief et le cadrage du projet. On l'a rapidement évoqué aujourd'hui. C'est un vrai sujet en soi qu'il faut aborder. Et n'oubliez pas, je l'ai répété à plusieurs reprises et je vais être à nouveau un peu lourde sur le sujet, mais n'oubliez pas de compléter le questionnaire qu'on va vous envoyer en suivant pour récupérer toutes vos impressions, ce qui vous aura marqué, ce qui vous aura intéressé et tout ce qui manquait selon vous à cet échange, à ce premier échange, pour qu'on puisse intégrer toutes vos impressions dans la FAQ et dans la charte en suivant. Un grand merci à tous à nouveau. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à préciser. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et tous. À très bientôt. Bonne soirée, merci. Au revoir et merci. Merci, bonne soirée.